Jungle. Heureux de vous savoir nombreux à ce rendez-vous hebdomadaire sur Sport FM tous les vendredis à partir de 14h. Dans le nid des éperviers, nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, les staffs techniques, les comex et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers. Ensemble pour sonner la mobilisation et intensifier la sensibilisation en vue d'accompagner les éperviers du Togo, naturellement toutes catégories confondues, dans une synergie pour de fructueuses campagnes des éliminatoires et des préparatifs des différentes compétitions. On y est. Au menu du jour, préparatif Cannes 2022 des dames. Quel espoir pour la participation togolaise. Le tirage au sort a lieu ce soir à Rabat au Maroc. Le Togo donc va connaître ses adversaires. Éliminatoire Cannes U20, tournoi UFOA B à Niamey. Quelles sont les chances de qualification des éperviers U20 au bouquet final? La question se pose, on va l'analyser tout à l'heure. Éliminatoire Cannes Côte d'Ivoire 2023. Quelle mobilisation pour les éperviers Fagnon? Le contre-rebours est déjà lancé. Et puis, flashback souvenir, le rétroviseur n'indique rien aujourd'hui. On se retrouvera certainement le vendredi prochain. Togolais en club, avec le coup d'œil habituel sur la forme des joueurs togolais expatriés. Tranche des auditeurs, à vous l'antenne. C'est dans le nid des éperviers et c'est avec à la technique Pélagie Mekoum, merci à toi. Caméra et l'homme à devant pour assurer la migration sur le www.radiosportfm.tg. Radiossport FM. Oui, mais voilà, je suis finalement parti. Radiosportfm.tg.com. C'est bien ça? sportfmtg.com. Enfin, et sur les réseaux sociaux avec la complicité de Roméo Yitor. Au studio, comme d'habitude, Franck Nouniaman et Angelo Folikouin de la rédaction des Sport FM. Je suis Aimé Lebon pour la présentation. DLN2, c'est parti. Et voilà, c'est comme ça donc on démarre cette émission avec bien sûr Franck Nouniaman. Salut à toi, bienvenue. Mais bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. C'est avec plaisir qu'on est là. N'est-ce pas? Angelo, salut. Bonjour Aimé, bonjour à tous. Ah oui, on se retrouve. Le premier sujet, c'est le préparatif Cannes 2022 des dames. Quel espoir pour la participation togolaise. En tout cas, ça se pose. Une première participation du Togo donc à cette compétition. Et bien sûr, depuis la qualification, c'est un peu comme si les choses semblent tout doucement s'étioler, Angelo. C'est le triste constat, même si c'est vrai, la sélection nationale féminine dirigée par Kaito Miti multiplie des entraînements, parce que pour moi, ce n'est pas forcément des matchs à pédigré égal, parce que soit c'est contre les moins de 17 ans ou 18 d'un centre de formation, si ce n'est pas Swallow, ça peut être TCSR. On l'a dit, ce n'est pas forcément le même acabit, le même profil des joueurs que l'on a en face, parce que là on parle des dames et entre guillemets des garçons, ce n'est pas la même chose. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment compliqué, même si au-delà de ces confrontations, on pourra rechercher un profil cohésion. Profil cohésion, justement pour voir tout ce qu'on met en place à l'entraînement. Est-ce que les dames ou les demoiselles arrivent à pouvoir le répéter lors de ces matchs-là, les déplacements sur le terrain, le côté accélération dans le jeu, le placement devant les buts. Et je pense que tout ça pris ensemble, ça pourra être un élément positif. Mais je le dis et je le répète, il faut que la fédération arrive à trouver des matchs avec d'autres sélections féminines. À partir de là, on saura comment on pourra aborder les matchs lors de cette Cannes qualification historique dont le tirage au sort se fera ce soir du côté de Rabat au Maroc. Et on verra exactement dans quelle poule le Togo va se loger. C'est vrai que la compétition démarre très bientôt, à partir de juillet, mais pourquoi pas mai qui arrive très bientôt, courant juin, trouver ne serait-ce que deux concurrents ou bien deux sélections concurrentes aller à l'extérieur disputer ces matchs-là, histoire de jauger l'état de forme réel de ces joueuses. Avant donc la date fatidique, justement, Kaito Miti, justement, c'est, disons, la sélectionneur, si vous voulez, de cette équipe des éperviers dames. À la suite donc de ce dernier stage, elle fait le bilan. Je vous propose de l'écouter.
Je dirais que le bilan est positif parce que les filles ont beaucoup bossé. Physiquement, nous avons travaillé l'endurance. En grande partie, on a travaillé quelques éléments techniques. Les filles ont été très volontaires, elles sont motivées et elles ont accepté à endurer la fatigue, ce qui promet. Donc, nous avons fait 2 matchs au cours du stage. Un premier match avec le Centre Swallows, les garçons U20. On a tiré des leçons par rapport au comportement tactique et technique des filles. On l'a corrigé durant 3 jours. On a refait un match contre l'équipe TCR, mais il y a eu beaucoup de progrès au niveau du comportement défensif et offensif des filles. Donc si nous multiplions les stages et que nous travaillons avec les mêmes intentions, le même envie d'aller de l'avant, nous pensons que nous allons faire de meilleures choses à la CAN. On doit savoir qu'on a du pain sur la planche, qu'on doit retravailler pour pouvoir renouer avec la victoire. Nous avons laissé un programme à la fédération, on attend la validation, mais probablement le 8 mai, nous devons reprendre un stage encore. Voilà Kaï Tomichi en l'instant, sélectionneur de la sélection dames des éperviers. Après ce stage où elle estime avoir fait un bilan positif, Franck Nouyama. Moi, j'espère qu'elle dit les choses telles quelles. Parce que là, lorsque, en tant que sélectionneur, vous n'avez pas le championnat pour donner plus de chances, plus, j'allais dire, d'arguments à cette sélection qui vient de se qualifier pour la CAN à venir, dans 2 mois, on va dire. Moi, je ne pense pas qu'on peut parler de positivité à ce niveau. Elle dit à la fin également que nous avons déposé un programme à la fédération ou bien on attend la validation. À 2 mois de la compétition, on n'a pas encore validé un programme pour aller à la CAN. Ça veut dire que ça craint. Donc, il n'y a pas, j'allais dire, de matière pour ces filles-là pour pouvoir les jauger comme il fallait. Il n'y a pas de championnat, par exemple. Mais justement, parlant donc des championnats, il va démarrer le 14 mai prochain, c'est bien ça? Enfin, c'est ce que j'avais écrit d'ailleurs. Une bonne nouvelle pour les clubs féminins. Oui, ça porte déjà un coup. Bon, sur le plan local, on peut dire qu'elles ont de la compétition à venir. Maintenant, pour la sélection, je crois qu'il y a des ratés à ce niveau. On ne permet pas à cette sélection de pouvoir bien se préparer. Donc, le Togo qui va affronter certainement du lourd. On parle du Cameroun, on parle de l'Afrique du Sud, on parle des super puissances de cette compétition, les super Falcons, je veux dire, le Nigeria qui a gagné 11 fois le titre continental. Donc le Togo peut tomber sur ces genres de sélections. Donc si on ne donne pas les moyens à cette équipe de bien se préparer, je pense qu'on fera l'aller-retour. Quel impact pour la sélection, ce début de championnat, Angelo? Je reste perplexe. Je reste dubitatif. Parce que oui, j'imagine si on avait respecté le chronogramme établi en début de saison, à l'heure où nous parlons, on serait peut-être dans la fenêtre des playoffs, dans la dernière ligne droite. Ce n'est pas forcément non plus, disons, la responsabilité de la fédération, puisque déjà on avait annoncé donc ce championnat qui n'avait pas démarré parce qu'il y a eu des problèmes administratifs. Oui, je vois là où vous voulez en venir. Les responsabilités sont partagées. D'autant plus que oui, mais l'instance qui organise, c'est la FTF. Et par endroit, il faut quand même mettre les gens au pas, ne serait-ce que pour démarrer, que ce soit à 6 clubs ou à 8. Mais bon, on a vu qu'il y avait une prolongation il paraît pour que, pouvoir... selon donc certaines indiscrétions, pour que ça soit validé, il faut au moins 12 clubs. Ah d'accord. Donc si c'est ça la condition sine qua non, je comprends, ou bien on pourra comprendre que voilà, ce sont les dernières nouvelles. Et là, on a vu par toujours WhatsApp que la fédération a communiqué en disant que le démarrage sera express le 14 mai. Bon, et qu'on nous dit qu'on pourrait peut-être terminer la première phase avant d'aller à la CAN. Bon, si toutes ces joueuses qui sont aujourd'hui sélectionnées vont retrouver de la compétition au niveau du championnat féminin, ce serait bien. La question que je me pose, est-ce que les matchs vont être enchaînés dimanche et mercredi, histoire d'avoir beaucoup plus, de la matière dans les jambes. Il prévoit encore 2 poules. Donc 2 poules de 6. Donc, normalement, si c'est fait, et surtout le chronogramme respecté, je pense que ces joueuses-là auront en tout cas le moindre de compétition dans les jambes avant d'entamer
entamer la grande phase finale qui est programmée au Maroc. Ça va faire 10 journées en aller-retour sur la phase régulière. Je pense que quelque part on est en retard. Mais bon, ce n'est pas aussi mal. Il faut au moins démarrer. Il faut quand même démarrer, mais on n'a pas forcément permis à cette équipe d'avoir vraiment un bagage physique avant d'aller à la CAN qui va être de très haut niveau. Et puis de l'autre côté, je pense que le championnat féminin, ce n'est pas une surprise. On a plusieurs fois joué le championnat féminin au Togo. On sait les problèmes qui existent sur le terrain. On devait anticiper sur la situation pour permettre rapidement de régler les problèmes éventuels qui pourraient arriver. Bon, ça n'a pas été le cas maintenant. On va avancer. En tout cas, la fédération nous suit certainement et on estime qu'on prendra donc les taureaux par les cornes et faire en sorte que le chronogramme de Madame la sélectionneur soit en tout cas vite validé et que les préparatifs suivent leur cours normal. Deuxième sujet, éliminatoire CAN U20, le tournoi UFOA B à Niamey. Alors, les préparatifs, Franck, ça... Bon, je ne sais plus trop ce qu'il faut dire. Il y a des matchs amicaux. Bon, l'entraîneur est en train de se chercher pour avoir donc une bonne assise, pour avoir, disons, la bonne carburation, parce que là, on connaît déjà les adversaires et ça ne va pas pardonner à Niamey. Non, ça ne va pas du tout pardonner, mais le défi pour Ahmed Kodo Mensah, lui-même il l'a dit, c'est de pouvoir permettre au Togo de pouvoir prendre part à une première Coupe d'Afrique des Nations des juniors. Le Togo ne l'a jamais fait, donc c'est son objectif, c'est le défi qu'il attend. Maintenant, par rapport aux joueurs dont il dispose, il y a eu des matchs amicaux. Le dernier, c'est contre l'AS Fosa. La dernière fois, je pense que ce qui est différent par rapport à la sélection féminine, c'est des joueurs qui viennent de la D2, de la première division. Ils ont de la compétition, ils ont de la matière. Ça peut quand même aider à cette sélection avant de prendre la direction de Niamey, où va se dérouler la compétition. Donc, on a dans ce groupe le Niger, le Bénin, et puis qui est encore la troisième sélection, ça m'échappe. Donc, je pense que le premier match sera très, très important. Ce sera contre le Bénin. Donc, le Togo va pouvoir batailler selon certaines indiscrétions, selon certains techniciens. C'est une équipe qui grandit, qui fait du bon travail. Maintenant, ça n'a rien à voir lorsque la compétition commence. On va écouter lui-même le sélectionneur de cette équipe U20, Mensah King Ametokodo. Ce match, vraiment, ça m'a donné une vision sur mon équipe. Parce qu'il y a des expatriés qui sont venus aussi. J'ai vu tout le monde jouer et je saurai comment faire parce qu'on a encore un autre match à jouer. Et dans la semaine, nous allons faire le réglage avant de terminer notre dernier match. Votre équipe a été secouée? Oui, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, mes enfants sont trop agités. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est le football, ça arrive. On va essayer de corriger dans la semaine. Je leur dis de prendre leur calme et jouer et circuler le ballon. Et c'est ça qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. La suite du programme de préparatif, coach? Oui, on s'entraîne demain, après-demain. Et on va jouer le lundi et après on part sur le tas d'électricité. C'est bien. Il y a une ambiance qui règne autour de tous les joueurs, même les expatriés qui sont venus, qui ne saura même pas qui sont venus. Il a tout seulement 2 jours. Donc l'ambiance y est. Pour Karim Delmal, comme ce n'est pas une journée, FIFA, son club a refusé de le libérer. Voilà, c'était à l'instant Ametokodo Mensah King, le sélectionneur des U20 du Togo, qui s'apprête donc à participer à ce tournoi UFOA B. Angelo, bon, c'est vrai que oui, il y a 3 adversaires. Il y a donc le Niger, pays organisateur de ce tournoi-là. Et il y a donc le Bénin, mais aussi la Côte d'Ivoire. C'est du lourd. Oui, sur du papier, c'est du lourd. Mais quand on scrute de manière scrupuleuse ce qui se fait en matière de football des jeunes, ces pays que nous venons de citer, ce n'est pas des organisations soutenues, récurrentes, constantes, régulières. C'est compliqué pour les différents pays de la sous-région de mettre en place des compétitions de jeunes. La plupart du temps, on lorgne beaucoup plus sur la sélection Fanion, qui est budgétivore, qui demande beaucoup de moyens. Et par endroit, le football des jeunes est complètement oublié. Je prends juste à témoin ce qui se passe aujourd'hui au Bénin voisin. Le Bénin voisin, même, on ne met pas les moyens qu'il faut pour accompagner cette sélection des U20. Le staff est là, mais on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé. On se plaint de ne pas avoir les moyens à disposition pour permettre aux jeunes de pouvoir se mettre en jambes avant la compétition qui a lieu bientôt à Niamey au Niger. Et je pense qu'au Togo, on est presque
dans la même situation, même si, oui, on reconnaît que les joueurs qui sont aujourd'hui dans l'effectif de Messa Metokodo King sont presque issus des clubs de première, deuxième division. Il y en a d'autres qui viennent des centres. Oui. Et il y aura également un contingent venu de l'extérieur pour pouvoir renforcer l'effectif. Donc, tout ça, c'est bien. Et quand on écoute Messa Metokodo, il est confiant, il est toujours optimiste. Il a dit qu'il veut aller à Niamey, non seulement d'abord terminer premier de sa poule et arracher le billet qualificatif pour l'Algérie ou l'Algérie. Voilà, pour l'Algérie. Donc, moi, je le prends au mot. On attend de voir exactement ce qui va se produire dans les jours à venir. Mais Franck, je crois que oui, à Metokodo Messa King, oui, son discours, c'est vrai qu'on demande de l'accompagner donc des actes. Mais c'est aussi, on sait que c'est quelqu'un qui est plutôt confiant en lui-même. Oui, lorsqu'il arrive quelque part, on l'a vu avec Asco, il avait eu un début assez compliqué. D'abord avec Maranatha, où il a terminé, souvenez-vous, vice-champion à l'époque. Et puis après, c'est Asco, où il a gagné 2 titres de champion consécutifs. C'est pas donné, c'est des performances assez intéressantes. Vous savez, c'est un ancien joueur qui connaît le domaine. Il a fait des années en équipe nationale. Il a participé à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le football et qui parle souvent par rapport à ce qu'il fait. Voilà, il dit qu'il est confiant, il dit que oui, cette équipe peut donner quelque chose. Voilà d'ailleurs pourquoi il dit qu'il a les moyens de pouvoir arracher pour la première fois une qualification pour la CAN U20 pour le Togo. Maintenant, c'est facile de le dire. Sur le terrain, ça ne va pas être du gâteau. Ce n'est pas de la promenade pour lui parce qu'il est à la Côte d'Ivoire. Même si aujourd'hui, les choses ne se font plus bien. La Côte d'Ivoire, au niveau des jeunes, a quand même des arguments. Le Niger également, depuis un moment, a commencé par travailler, par aller sur le football à la base. Le Bénin, c'est vrai, ils ont des difficultés, mais le Togo ne doit pas regarder ça. Dans une compétition, tout peut arriver. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si cette équipe, comme il le dit, a cette qualité, a de la qualité, voilà, ils sont en compétition, on peut assister, pourquoi pas, à une belle participation du Togo. La fédération ouvre plusieurs portes, justement, pour les différentes sélections. C'est tout le mal qu'on souhaite, justement, à cette fédération. Et concernant ces U20, le colonel Guy Akpovi, président de la Fédération togolaise de football, par rapport à cette préparation, a essayé également de dire un mot là-dessus. J'ai vu que c'est une équipe bien soudée. Sincèrement, c'est l'impression que j'ai eue et ça m'a fait une bonne impression. Ça veut dire que les enfants savent ce qu'ils sont venus faire et la sélection, pour l'instant, moi, je trouve que cette sélection a commencé à faire un bon travail. J'ai vu le jeu était très 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 bien. Circulation de balles et les enfants, j'ai l'impression qu'ils sont venus pour nous prouver effectivement qu'ils méritent d'être à la place qu'il faut. Donc, notre rôle, c'est de venir les soutenir, de voir comment on peut encore améliorer leur situation avant donc le départ pour le tournoi. Alors vous avez quand même tenu à discuter avec ces joueurs-là. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Oui, tout simplement, j'ai insisté sur la discipline et également un jeu collectif. Ils ne sont pas venus pour jouer tout seuls, mais ils doivent comprendre que le jeu se construit d'une façon collective. Et je suis sûr que ce qu'ils ont dit, ils m'ont rassuré par rapport à ce que j'attendais. Donc moi, je compte sur eux pour le tournoi qui va se dérouler bientôt au Niger. Voilà, c'est le colonel Guy Kossi-Bezonde Akpovi, justement, président de la Fédération togolaise de football, et qui essaye plutôt, comme il l'a dit, de parler de la discipline. Oui, pour un homme de troupe, on ne peut que parler de discipline, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'il a sorti les mots qu'il faut. Oui. Le soutien, la discipline, l'exhortation à toujours bien faire les choses. Je pense que c'est sous son mandat que le Togo aujourd'hui a toutes les sélections engagées dans presque toutes les compétitions. Je vais parler de la sélection Fagnon, la sélection féminine, les U20, les U23, et c'est tout à son les U17. Crédit. Oui, il sera comptable à la fin des résultats. Donc, à ce niveau-là, cela demande non seulement le soutien moral, mais également financier et surtout une bonne organisation autour de ces sélections. Je pense que c'est seulement à ce prix-là qu'on pourra ressortir quelque chose de potable. La CAN U20, c'est en Égypte. On a parlé tout à l'heure de l'Algérie, mais c'est en Égypte. On corrige cet aspect-là en passant. Et autant Ametokodo est optimiste et ambitieux,
Et j'espère que tout son groupe, le staff technique, et puis voilà, tout ce que la fédération va faire autour de lui, tout ça va l'accompagner, assurément revenir avec des bons résultats, surtout que c'est une première. La CAN U20 pour le Togo, ce sera une première. On croise les doigts justement pour que les résultats soient positifs à la fin. Franck, pour terminer donc avec cet aspect, vous avez écouté tout à l'heure le président de la Fédération togolaise de football et qui, disons, estime donc qu'il faut également cet accompagnement-là, c'est l'environnement immédiat de l'équipe de cette sélection des U20. Bien sûr, c'est des jeunes. Lorsque une telle équipe, une telle sélection est en préparation et qu'on voit les premiers responsables de la fédération, ça ne fait que du bien. Ça donne un coup, on va dire, positif au moral, à la psychologie, au mental des joueurs. Beaucoup de sélections, on l'a dit, ils sont engagés désormais à tous les niveaux, cadets, juniors, c'est comme U23, un sacrifice U20, sélection Fagnon, sélection, on va dire, locale. C'est des sacrifices alloués. Maintenant, il ne faut pas engager pour engager. Il faut prendre les dispositions pour que toutes ces sélections soient au même niveau, qu'on leur trouve les moyens pour bien fonctionner. Parce que si c'est engagé pour engager, ça ne veut rien dire. Voilà, donc ce qu'on pourra dire également pour cette sélection des U20 et qui va bientôt s'envoler pour le tournoi du FOA B, c'est à Niamey, serait donc d'ici la semaine prochaine, l'équipe va s'envoler. Allez, on se retrouve. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Avec la mobilisation qui sonne justement pour les éperviers Fagnon, on connaît déjà les adversaires des éperviers et bien depuis une semaine déjà, 2 semaines presque. Mais Franck, on y est et on fait maintenant certaines supputations, certaines analyses par-ci, par-là. Oui, après le tirage au sort, c'est comme ça. Tout le monde réagit par rapport aux chances de X ou de Y, puisque c'est le Togo qui nous concerne. On va dire tout simplement que sur le papier, le Togo est en 3e position par rapport aux sélections présentes dans ce groupe B, parce que le Burkina est en tête de série, les requins bleus du Cap-Vert étant la dernière CAN. Donc, tous ces 2 pays sont devant le Togo, maintenant la 3e position occupée par les éperviers. On espère qu'à la fin des éliminatoires, ce ne sera pas la même position parce qu'elle n'est pas qualificative. Oui. Donc, il faut être entre les 2 premiers et on se dit quand même que le Togo a les moyens, depuis quelques mois, il y a du travail qui se fait. Le Togo a les moyens de pouvoir trouver une place dans ces 2 qualificatives. Donc, c'est ce qui se dit. Maintenant, ce ne sera pas quelque chose qu'on va offrir au Togo. Il faudra lutter sur le terrain. Le Burkina n'est pas facile à jouer. Les requins bleus, à la dernière CAN, on les a vus. Donc, il va falloir travailler. Et je pense que le staff technique, surtout Paolo Duarte, est confiant. Il a dit d'ailleurs qu'il ne veut pas de complexe de supériorité sur quelques matchs que ce soit. Donc, ça veut dire qu'il commence par préparer ses joueurs. Mais puisque vous l'avez donc dit tout à l'heure, parlons justement de Paolo Duarte qui d'ailleurs, dans ses premières déclarations, disait que c'est un groupe équilibré. On va l'écouter sur les atouts du Togo, Paolo Duarte. Qualité. Je compte sur mon groupe, la qualité de mon joueur. Je compte sur ma organisation. Je compte sur l'envie de renouveler, l'envie de gagner que cette équipe a déjà gagné. Je compte sur mes sporteurs qui donnent la maximum force. Pas seulement quand nous sommes au stade, au poste, même dehors du stade. Dans l'opinion, radio, dans l'interview, quand on va pour le stade, cette force, cette puissance, cette énergie que le public nous donne, c'est très important. Et je ne compte pas avec la force des autres. Je préfère valoriser ma qualité et la qualité de mon équipe, la qualité de mon joueur, notre organisation comme pays, comme ministère du sport, comme fédération, comme groupe de travail. Je préfère compter sur ça, donc compter avec le point faible de l'adversaire ou le point fort de l'adversaire. Donc on compte sur cette force pour qu'on continue dans ce chemin de la victoire, dans cette envie d'élever le nom du Togo. Et c'est ça que je vais faire. Je crois dans mon travail et quand tu travailles bien, tu es plus proche de gagner de qui travaille mal. Donc c'est ça notre force, c'est ça notre croyance. Voilà, c'était en instant Paolo Duarte, sélectionneur des éperviers du Togo, justement, versé dans le groupe B, on le disait tantôt. Et puis c'est Paolo Duarte qui évoquait certains atouts de cette équipe du Togo, en parlant justement de l'organisation depuis, disons, le ministère des Sports jusqu'à la Fédération togolaise de football et en arrivant donc à l'environnement immédiat des éperviers, Angelo.
c'est un professionnel, donc il a besoin d'avoir des garanties pour réaliser en tout cas ses objectifs, parmi lesquels... Il estime que pour le moment, ça va. Oui, je pense que c'est ce qu'il dit. Hein. Que c'est un atout. Hein. C'est un atout. Et donc, si il arrive à qualifier le Togo pour la prochaine CAN, je pense que ça va remplir une case de son cahier de charges. Mais avant d'arriver à ce niveau, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à régler. Beaucoup de choses. D'abord, quand il parle d'organisation, j'estime simplement que le fait même de jouer nos matchs à domicile reste une condition très très importante à remplir. Et le Togo face au Burkina Faso, on connaît un peu l'histoire, ce qui s'est passé en 2013, comment cette équipe a pu écarter le Togo sur cette rencontre, sur ce chemin vers peut-être les quarts, les demi-finales même d'une CAN, mais bon, c'est Piet Trois Pas qui en a décidé autrement. Et donc l'essentiel aujourd'hui, in fine, c'est de permettre en tout cas à cette sélection-là, de par le truchement du ministère, de gagner ou bien de jouer les matchs d'abord à domicile et de les gagner. Si ce n'est pas fait, je pense que ce serait un gros fiasco. La dernière fois qu'on était au stade de Kégué, on a vu encore que pour le moment, on a l'impression que rien ne bouge. Or, les éliminatoires arrivent dans presque un mois, on pourra le dire. Deuxième chose, aujourd'hui, dans le discours de Paulo Duarte, on sent ou on constate qu'il veut transmettre toujours cet esprit de gagne, de la mentalité gagnante aux joueurs. Je pense qu'il n'est pas le seul à pouvoir le faire. Il faut que le capitaine l'accompagne justement dans cette transmission-là de discours. Et puis au-delà de ça, mettre à contribution également la presse sportive. Oui. Moi, à mon humble avis, jusqu'à présent, on ne sent pas la mobilisation. Nous, on le fait peut-être à notre niveau, mais si c'est fait de façon isolée, je pense que ça ne va pas prendre. À un moment donné, il faudrait que la fédération, le ministère des Sports arrive à rassembler les hommes de médias et à partager cette vision avec eux en disant, tiens, nous avons besoin de vous, de permettre à ce que cette sélection-là, l'engouement qu'elle a connu dans les années 2005-2006 pour arriver au mondial, il faut qu'on retrouve cet esprit d'unité, cet esprit d'union-là. Et ça passera par vous. À chaque niveau, dans vos rédactions ou dans vos émissions, vous devez être suffisamment optimiste, pas forcément être chauvin, mais être également dans l'objectivité en ce qui concerne le travail que doit faire ce sélectionneur. Puis terminer en disant une chose, n'oublions pas que la sélection Fagnon, c'est une sélection budgétivore. Et donc, à un moment donné, il faudrait également intéresser le clan des supporters. Si, ceux-là que l'on nomme le 12e homme n'est pas associé à cet objectif-là d'aller chercher une qualification pour la CAN, je pense que ce sera peine perdue. Dans les autres pays, on voit combien de fois on met les moyens à disposition des supporters pour accompagner l'équipe nationale. Malheureusement, au Togo, on fait les choses à la tête du client. Et quand c'est comme ça, franchement parlant, on aura des résultats en dents de scie. Oui, comme ça se fait jusqu'à présent, en tout cas, selon cette discrétion, encore une fois. Je parle toujours d'indiscrétion, hein, Franck. Oui, c'est vrai que je discute beaucoup avec des gens pour voir comment ça se passe au niveau de la fédération, en tout cas l'entourage. Oui, on est en train de penser à comment justement organiser la presse également pour, disons, une sorte de mobilisation. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs, Angelo, et je crois que ça ne tombera pas dans les oreilles de sourds et que très bientôt, on saura comment on va décliner, disons, cet aspect de la chose qui est très important en tout cas, Franck. C'est important, c'est la presse qui parle tous les jours, notamment Sport FM. On a commencé ce travail depuis longtemps, surtout DLNDE dans le nid des éperviers, qui concerne uniquement les sélections nationales à tous les niveaux. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas attendu quelqu'un avant de commencer. Maintenant, il va falloir, comment je l'ai dit, un certain accompagnement, encourager la presse, parce que lorsque d'autres sélections voyagent ou bien arrivent ici à Lomé, vous allez voir, c'est une horde de journalistes, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, quand ils arrivent, ils sont très nombreux. Les Sénégalais, attention. Les Sénégalais également, ces derniers temps, oui, les Maliens. Une cinquantaine de journalistes, alors que la sélection du Togo voyage sans aucun journaliste, ce n'est pas bien. Lorsque la sélection n'est pas accompagnée, je pense que le pays hôte peut se permettre de faire plein de choses. Tout à fait. Mais quand il y a beaucoup de journalistes autour, on fait quand même attention. Donc, on ne peut pas demander une mobilisation par rapport aux éperviers et oublier la presse. Ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'on va aller dans ce sens et ensemble, on va continuer la mobilisation
permettre aux éperviers de pouvoir être qualifiés pour ce rendez-vous ivoirien. Ben, le Burkina Faso est incontestablement l'ogre du groupe B, et ça, on ne va pas le dénier ça. Que pense-t-on au pays des hommes intègres par rapport à ces éliminatoires? Écoutez d'abord un échantillon de réactions de quelques confrères journalistes burkinabés par rapport à cette question. Je pense qu'on aurait pu avoir un groupe beaucoup plus jouable que celui-là. On a un groupe où pratiquement il y aura 3 adversaires pour 2 places. C'est vrai, le Burkina est tête de série, donc favori de cette poule, mais derrière il y a le Cap-Vert qu'on a déjà joué donc, aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique au Cameroun, donc fraîchement. Et vous savez que le Cap-Vert nous a causé des problèmes en éliminatoire, que ce soit en Coupe du Monde ou à la CAN. Et puis bien sûr l'équipe du Togo, qui est notre voisin et qui est en train de faire sa mue, qui a envie de repartir à l'abordage après quelques absences à la Coupe d'Afrique des Nations, d'ailleurs entraîné par un ancien sélectionneur des étalons du Burkina Faso. Burkina, Togo, Cap-Vert, ce sont ces 3 pays-là qui vont se disputer les 2 places. Et lorsqu'on connaît un peu les problèmes que le Burkina rencontre aujourd'hui depuis la CAN au Cameroun, à savoir les questions de sélectionneurs, les questions de sites d'hébergement pour les matchs, le syndicat tout n'étant pas encore donc, prêt pour les matchs, voici des problèmes comme ça qui pourraient venir peut-être gêner un peu le parcours des étalons. Ouais, nous devons tout simplement éviter le piège de la facilité. C'est vrai que nous avons terminé 4e à la dernière CAN au Cameroun. Le tirage au sort pour 2023 nous semble favorable. Je préfère effectivement émettre un petit doute parce que nous sommes en football et le nivellement des valeurs se fait sentir dès lors qu'il s'agit de compétition. Sinon, a priori, avec le Cap-Vert et Swazati et le Togo, le Burkina Faso a des chances de qualification, surtout qu'il y a 2 places qualificatives. Le Burkina Faso va jouer à fond, mais rien n'est gagné. Ça, je préfère vous le dire. C'est des résultats qu'il faut obtenir. Et on sait qu'en matière de football, tantôt capricieuse, tantôt à portée de la main, la victoire reste toujours à saisir. Donc, la victoire se construit sur le terrain et aussi en dehors. Pour moi, un groupe sur le papier à la portée, en tout cas de l'équipe des étalons, qui est, comme je l'ai dit, sur le papier, nettement en avance au classement FIFA. C'est une équipe qui a prouvé à la dernière CAN en terminant 4e. Mais attention, l'équipe du Burkina traverse une zone de turbulence aujourd'hui avec la crise que vous savez qui est née lors du dernier regroupement des matchs face au Kosovo et à la Belgique. Quand vous regardez le Togo qui est coaché maintenant par Paolo Duarte qui connaît bien l'environnement du Burkina Faso, même si l'équipe actuelle n'est plus totalement à sa portée parce qu'elle est assez différente de celle qu'il a tenue ici quand il était là pendant les 8 ans. Et vous avez l'équipe du Cap-Vert qui est une équipe jeune, athlétique, dynamique et avec beaucoup de qualités techniques qui nous a posé d'énormes difficultés à la CAN. Et Eswatini qui est peut-être l'inconnu qui va jouer les arbitres pour moi dans ce groupe-là. Et donc il va falloir pour les étalons être coriaces, très concentrés, pouvoir en tout cas espérer sortir de ce groupe-là et prendre l'une des 2 places. Voilà, c'est un Vox Pop, bien sûr, des confrères journalistes burkinabés sur ce groupe B. Et bien sûr, c'est un échantillon que nous a envoyé notre confrère Ruben Wilson, qui se trouve donc à Ouagadougou, voilà, dans la capitale burkinabé. Voilà, Franck, des réactions, en tout cas, objectives. Hein? Oui, je commence par prendre la dernière réaction, le dernier confrère qui a intervenu dans cette Vox Pop. Il est prudent. Au-delà du fait que le Burkina, sur le papier, reste le patron, reste, on va dire, la tête de série de cette poule B, ils sont prudents, ils ne veulent pas crier victoire tout de suite. Parce que le Burkina vient de renvoyer Kamou Malo, qui a quand même fait une très belle CAN. Et on annonce Hubert Velud, qui est obligé d'attendre parce que cette décision n'est pas partagée par tous les acteurs. Tout à fait. Voilà, donc c'est un notamment le président de la fédération qui dit ne pas être au courant. Voilà, donc c'est un peu, on va dire, l'imbroglio au niveau de cette sélection. C'était bizarre justement d'avoir renvoyé Malo. Il n'a pas fait une mauvaise CAN. Donc je ne sais pas pourquoi on veut prendre Hubert Velud, ou peut-être parce que le Togo a pris Paolo Duarte, on veut prendre quelqu'un qui a fait le Togo aussi. Bon, Togo. Je ne sais pas. Maintenant, l'autre également dit qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la facilité. C'est vrai, le Burkina devrait passer dans ce groupe, sinon ce sera une catastrophe au niveau du pays des hommes intègres. Donc ils sont tous prudents. Personne ne dit le Burkina va tout dominer, va tout casser. Donc il va falloir véritablement jouer au football. Et puis ces problèmes évoqués ne doivent pas entraîner
le Togo. Le Togo ne doit pas s'appuyer sur ces problèmes dont on parle. Le Togo doit travailler, préparer ses éliminatoires, voilà, ses matchs pour aller gagner ou bien aller prendre un point là-bas. Pourquoi au Burkina? Voilà, Angelo, ben voilà, il y a un de nos confrères qui disait 2 tickets pour 3. Oui, s'il cite 3 nations, le Burkina, il cite également le Cap-Vert et le Togo. Donc, tout de suite, il élimine les boucliers du roi. Voilà, donc... les boucliers du roi. Attention. Hein. Attention. mais c'est vrai que le Togo avait déjà rencontré, en ce moment, il s'appelle Swaziland. Ouais. Je ne sais pas si c'est le nom qui a changé, qui va faire autre chose. Mais bon. C'est 6-0 là-bas à Accra. Bon, maintenant, ils ont grandi aussi. Hein. Oui. Historiquement, c'est une première pour eux de s'engager dans les éliminatoires. Voilà. Donc, pour moi, soit c'est 2 choses. Soit ils ont grandi. Ils y mettent de l'ambition après avoir grandi, ou soit, voilà, on les passe à la moulinette, quoi. Donc, comme moi je l'ai dit, selon le calendrier, même si pour le moment la CAF n'a pas officialisé les dates concernant les matchs, si le Togo joue le premier match face à l'Eswatini, il faut faire le carton plein. Si c'est 10-0, je le dis, je le répète, il faut le faire. Parce qu'à la fin, le décompte, on ne sait pas exactement à quelle sauce sera mangé. Voilà, donc n'oublions pas qu'à côté du Togo, il y a le Cap-Vert, qui est une très belle équipe. Très technique, football lusophone, ça va très vite, c'est technique au-delà de la moyenne. Et puis là, le troisième, Laurent, comme on le dit, le favori du groupe, c'est le Burkina Faso. Mais moi, je dis, les étalons. Avec cette kyrielle de problèmes-là, il risque d'avoir des soucis sur la durée. Parce que quand ça commence comme ça, quand le président de la fédération dit « moi je veux tel sélectionneur » et qu'il n'informe pas les autres membres du bureau et que le ministère n'est pas d'accord aussi, je dis à un moment donné, c'est des situations qui découragent les joueurs. Et voilà, donc si jamais il continue sur cette lancée, le Togo normalement doit en profiter. Tant mieux. Donc de toutes les manières, on attend de voir exactement ce que ça va donner avec les jours à venir. Il n'y a pas que, disons, les confrères journalistes burkinabés qui se sont, j'allais dire, prononcés, mais il y a également le directeur du cabinet du ministère des Sports, M. Herman Zingim Yabré, donc, qui est allé également de son analyse. Nous l'écoutons. À mon avis, c'est un groupe assez équilibré. C'est vrai que le petit poussé, en tout cas le plus faible, semble être Eswatini, ex-Swaziland, mais il va falloir faire attention parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la configuration du groupe en termes de jeu, c'est vrai que le Burkina pas favori, mais le favori sur le papier et sur le terrain, ça fait 2. Le Burkina Faso n'a pas pu consolider ses acquis de la 4e place du coup. C'est un Burkina Faso un peu en plein doute et en pleine recomposition. Donc il va falloir lever ce doute-là. Le Burkina n'a même pas de sélectionneur d'abord. Donc pour moi, le grand adversaire du Burkina Faso, ce sera le Burkina Faso lui-même. Voilà, Herman Yabré, à l'instant, c'est le directeur des cabinets du ministère en charge des sports qui se prononçait par rapport justement à ce groupe-là. Bon, voilà, la situation créée. Et puis, nous, au Togo, oui, c'est vrai qu'il y en a eu les premières réactions donc, de Madame le ministre. Bon, au niveau de la fédération, on ne semble pas totalement se prononcer, on s'égare. Pourquoi ? Bon, je ne sais pas trop, mais le fait de donner, on va dire, une réaction par rapport à un tirage, je ne sais pas. Maintenant, peut-être qu'ils ont autre chose derrière la tête ou bien ils ne veulent pas parler autour de ça. Ils laissent le son au sélectionneur de pouvoir en parler. Lui, il en a parlé largement d'ailleurs. Oui. Donc, voilà, pour lui également, il a dit que c'est un groupe équilibré. Qu'il respectait tous les adversaires. Mais je crois que cela résumait tout quand il dit que c'est un groupe équilibré. Même les boucliers du roi que le Togo va jouer lors de la première journée à la maison. Mais je lui demandais si c'était une victoire assurée. Il dit pas question, je ne suis pas dans cette vision et qu'il va le dire vraiment à ses joueurs. Quelqu'un qui fait preuve de complexe de supériorité ne sera pas dans le groupe. Ce qui veut dire que, oui, il respectait tout le monde. Il a dit peut-être ce sont ces considérations qui, peut-être, ont j'allais dire, rattrapé le Togo et qu'il a perdu face aux Comores, face au Kenya et puis d'autres sélections. Donc, c'est quelqu'un qui veut respecter tout le monde avant d'aller sur ces éliminatoires. En tout cas, on attend également la réaction des autorités togolaises également par rapport à cela, parce qu'il n'y a que des techniciens qui ont parlé. Il faudrait qu'au niveau, donc au plus haut niveau, on puisse également s'exprimer comme l'a fait, comme je l'ai dit tantôt, le directeur des cabinets du ministre des Sports du Burkina Faso, n'est-ce pas, Angelo ?
Bon, s'ils ne veulent pas parler, on ne va pas les forcer. Mais ils n'ont qu'à sortir l'argent. Moi, je dis souvent que le Togo... C'est l'argent qui va parler. Non, mais ce qu'ils doivent faire pour que cette sélection puisse bien jouer, c'est de sortir l'argent, c'est de bien organiser les choses. Dans tous les cas, toutes les autorités veulent quand même que le Togo soit à la CAN, donc c'est déjà un vœu, c'est déjà un souhait. Il faut maintenant créer les conditions pour. C'est tout ce que vous avez dit est réel. Je pense que on le dit souvent, lorsqu'une situation prévaut, il faut arriver à tirer les leçons de ce qui s'est produit dans le passé et essayer de corriger le présent. On espère simplement que pour la campagne 2023, on n'aura pas des couacs au niveau de l'organisation et tout son corollaire, tout simplement. En tout cas, c'était à l'instant, bien sûr, évoquer les éliminatoires CAN RCI 2023. Voilà, Togolais en club, bien sûr, un coup d'œil sur la forme des joueurs togolais expatriés. On retrouve Angelon, Folikoué. Les nouvelles, c'est de qui? Les nouvelles sont bonnes et on va commencer... elles sont bonnes, oui, c'est déjà intéressant. Ils en ont beaucoup marqué. Oui, en tout cas, les cadres, si on peut le dire ainsi, en direction tout de suite le Koweït pour évoquer Plaka Fessoumema qui s'est offert un triplé la dernière fois avec son club Al-Tadamon qui a écrasé Al Nasser 5-2. Et donc, le club de l'attaquant togolais est classé 5e au niveau de ce championnat. En première ligue, au niveau des Émirats Arabes Unis, Mlapa Peniel, oui, on a de ces nouvelles. Oui. Il a été buteur dans le match opposant son club Kalba à Al Nasr. À la fin, il a marqué, mais il a joué quand même 69 minutes dans les jambes. Je pense que voilà, c'est peut-être un message à l'endroit de Paulo Duarte, pourquoi pas. Alexis Romao, on a également de ses nouvelles avec son club de Dionikos. Ils ont fait un but partout. Il a joué tout le match, malgré ses 37, 38 ans. Bon, voilà, il est toujours là, en forme. Emmanuel Hakman, le nouveau venu dans le nid épervier également, avec son club de Gil Vicente, 5e au classement du championnat portugais, a disputé 55 minutes. Il est en jambes, tout comme Kevin Boateng également, avec Santa Clara, qui est classé 9e au niveau du championnat portugais. Mais c'est quand même aussi bon à prendre. On prend également les nouvelles de Frédéric Ananou. Oui, lui aussi. Il a disputé tout le match en Bundesliga avec Paderborn, club classé 7e. Oui, je pense c'est lui qui avait donné une belle appréciation donc de l'organisation au sein du nid des éperviers, en fait. Voilà. Vous vous rappelez, c'était en Antalya. Oui. C'est un des hommes sûrs, pourquoi pas, dans l'avenir. On va parler de deux cadres des éperviers. Jenda Konam, toujours égal à lui-même. Il a joué tout le match de Retafe lors de la journée précédente, même si Retafe est classé 15e. Progressivement, ils sont en train d'assurer le maintien en Liga espagnole. Tout comme Ilas Bebou. Oui, on aurait aimé que le club d'Offenheim accroche le wagon européen, mais c'est compliqué. Ils sont 8e à 3 journées de la fin du championnat. Mais il a quand même eu l'opportunité de disputer tout le match en Bundesliga. Autre joueur rapidement, Floyd Haïté, qui n'a pas joué avec Valenciennes. C'est compliqué pour son club. Valenciennes qui doit jouer en tout cas 3 finales. Exactement, vous le dites bien. C'est compliqué. Lorenz Assignon, oui, on est en train de faire une petite formule de rapprochement, pour peut-être l'amener au sein des éperviers. On attend de voir. De Brejnev. Exactement, il a été double passeur pour le club de Rennes en première division en Ligue 1 française. Bradley Barcola, le petit frère de Malcolm, également en pleine forme avec l'Olympique lyonnais. Et puis terminé avec Urosama Hakim, avec son club de Bastia Borgo. Il est rentré à la 80e minute. Ce n'est plus le Urosama qu'on a connu. Mais bon, peut-être une forme de renaissance pour lui, on ne sait jamais. Pourquoi pas, intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour, disons, ce coup d'œil. Oui, mais Franck, on va dire, les joueurs sont plutôt en forme. En attendant que les auditeurs réagissent, c'est sur 92 03 60 31 ou 97 24 26 26. Oui, mais comme je le disais, les joueurs sont plutôt en forme. Oui, surtout Plaka Fessoumema qui, depuis un bon bout de temps en sélection, essaie de porter à l'attaque de cette équipe-là. Il vient de faire un triplé. C'est rassurant pour les échéances à venir. Mlapa, qui n'est plus appelé depuis un bon bout de temps, peut-être ses prestations peuvent lui permettre de taper dans les yeux de Paulo Duarte. D'autres qui sont les nouveaux venus, on a parlé de Hakman, on a parlé d'Ananou, on a parlé d'autres joueurs, surtout le patron du milieu de terrain, puisqu'il n'est jamais remplacé. À 38 ans, il tient toujours. Donc c'est intéressant. Éditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous appelle? Oui, c'est Gapin Djolé. Pardon?
Bertin de Djidjolé. Bertin de Djidjolé. Ouais. Voilà, notre ami de Djidjolé. Moi, je suis présent dans l'émission Samedi Sport de Franck Mouniaman. Ah, d'accord. Ah oui. J'aimerais savoir si, comme il y a eu une intégration entre le coach et Bibou, là, comme la journée a été décalée au 30 juin, donc il pourra jouer pour le Togo. Bon, oui, mais dans tous les cas, je crois que c'est un truc qu'on avait souligné ici et on attend en tout cas, le problème se règle entre eux. Hein. C'est le sélectionneur et son joueur, ils vont se comprendre, ils sont en train de se comprendre certainement. Ah, c'est tout le mal qu'on souhaite. C'est tout le mal qu'on souhaite vraiment, Bertin. Ok, merci. Passez une bonne émission. C'est nous qui vous remercions. Auditeur en ligne? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Aimé. Bon, je n'ai pas démarré l'émission avec vous, mais j'aimerais savoir quel jour va démarrer la deuxième heure. On vous appelle comment d'abord? On m'appelle Cholo Anani. Et l'homme? Je suis supporter de l'Étoile Filante. D'accord. C'est demain. Mais c'est demain, hein? Ah, ok, merci. L'Étoile Filante a un match à Gossimé. Alors, vous avez compris? L'Étoile Filante, votre club a match à Gossimé, juste à côté de Sport FM. Contre Fouadan. Fouadan de Dapan. Ah, ok, merci. Très bien, merci beaucoup. Bon, c'était juste pour avoir, donc c'est... Oui, mais bon, c'est un supporter de l'Étoile Filante et il voulait donc en savoir plus. 92 03 60 31 97 24 26 26. Notre auditeur, peut-être qu'on est en train donc d'avoir. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle? C'est Papa C. Ah, Papa, c'est comment? Ça va? Oui, très bien. Ok, on dit quoi? Ah non, vraiment, c'est pour féliciter Jean-Alexis Romao. Alexis Romao. Oui. Oui. C'est les joueurs comme ça qu'il faut décorer, quoi. Ah oui, on le félicite pour... On le félicite pour... pour... De voir un joueur jouer jusqu'à 38 ans, c'est pas facile. Oui. On le félicite pour sa survie. Il se donne tellement à la sélection. C'est ça. Donc, son envie et tout, on sait ce qu'il a fait depuis ça. D'accord. Il continue à donner ça aux jeunes qui viennent pour qu'on puisse trouver un remplaçant pour lui. Très bien, d'accord. Merci beaucoup, Papa Assez. On se retrouve plus tard. Toujours en ligne, peut-être on vous attend. Une autre réaction. Bonjour, auditeur. Auditeur, bonjour. Ah, vous êtes en ligne, hein? Je ne sais pas si... ça peut y aller? Bonjour. Oui, on vous appelle? Oh là là, je ne sens pas... Célestine. Gérard Sélassié. Ah, Gérard, oh là là. Mais dis donc. Gérard, je ne sais pas pourquoi... c'est ta ligne qui fait C'est souvent pas clair, problème? oui. Allô, Gérard? Oui, c'est ma ligne. Oui, mais c'est votre ligne, mais allez-y quand même. Je crois qu'il faudra réduire un peu le volume de votre poste récepteur. D'accord? Et parler. Oh là là. Là, on entend même crier. Oui, allô? Je dis juste pour vous saluer. Oui. Je prie qu'on ne tombe pas dans le piège burkinabé. Ah. La retour. Allez. Merci beaucoup. Et Gérard, c'est là, ça, justement. La retourne, on le sait. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, on vous appelle? Théna depuis Thévier. Quoi, depuis Thévier? Thénon. Thénon depuis Thévier. En tout cas, notre ami de Thévier, allez-y. C'est tout juste pour vous saluer, quoi. Ah, d'accord. Oh là là. Mon frère, Franck, là. Oui, Franck va bien. Bonjour. D'accord. On souhaiterait que vous... Je suis sûr que le Togo va qualifier, quoi. Très bien, d'accord. C'est justement ce message-là qu'on veut. Pays, quoi. D'accord. Que chacun à son niveau puisse déjà commencer donc à préparer ces différents matchs. Oui. Je crois que c'est important, hein, Franck. Très important. Chacun à son niveau, c'est tout ça qu'on appelle la mobilisation. Auditeur, bonjour. Ouais, bonjour, le plateau. On vous appelle? Petit Lambert, Codomé. Petit Lambert. Oui. Codomé. Bon, vous venez de donner les joueurs en forme en Europe, là. Et ceux d'Afrique, là, il fallait les donner pour eux aussi. Oui, vous avez... On saura s'ils sont en forme ou pas. D'accord. On en fait souvent, il n'y a pas de problème.
On a Ah, besoin. mais aujourd'hui, vous ne l'avez pas fait. Oui, ben, écoutez, c'est juste quelques joueurs qu'on prend comme cela pour donner donc, des nouvelles. C'est pas grave, ok. On va insister également sur des joueurs qui évoluent sur le continent africain, d'accord? Petit Lambert. Merci. Oui, il y a aussi le championnat scolaire. C'est ça? Cet après-midi. Oui, le programme, c'est quoi? C'est des matchs en direct. Tout à l'heure. Tout à l'heure même. Très bien. Donc, je crois qu'avec ça, on pourra donc dire quand même qu'on a fait l'essentiel avec cette, disons, cette émission, cette mobilisation que nous en appelons tous, donc pour l'équipe togolaise, en tout cas autour des sélections togolaises. C'est fini pour ce numéro d'ND1. Merci à tous et à chacun de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi sous 8h. Et puis, était au débat. Franck Nounyama et Angelo Polico est en réalisation. Merci Franck. Merci. La technique, c'était l'affaire de Pélagie Chimekoum. Et puis la caméra, c'est Elom Adovon. Pour assurer cette immigration, je vais pouvoir le dire maintenant, www.radiosportfmtg.com. Voilà, je suis parvenu. Et sur les réseaux sociaux, c'est avec la complicité de Romo Yetan. Je suis Aimé Le Bon à la présentation et avec plaisir, on va vous se retrouver certainement la semaine prochaine.